Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir sur ce plateau, Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. Alors avec elle, nous passerons quelques points, je dirais, d'actualité en revue. Et puis nous parlerons de cette réforme des retraites qui a été adoptée et qui fait couler beaucoup d'encre et je dirais voire plus au niveau de la France entière. Victoire Jasmin, bonsoir et merci d'être avec nous. Eh bien, bonsoir également. Et puis, c'est moi qui vous remercie de me recevoir ici à Canadis. Voilà, donc vous avez eu l'occasion aujourd'hui d'accueillir le ministre délégué des Outre-mer, Jean-François Carenco. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Qu'a-t-il dit qui serait de nature à attirer l'attention ou du moins à, je vais dire, à faire changer les choses qui ne vont pas, je dirais, en Guadeloupe depuis quelque temps, puisqu'on sait que lors de sa dernière visite, il avait quand même annoncé des choses, il avait donné l'espoir. Donc, qu'a-t-il annoncé concrètement? Eh bien, j'ai eu le plaisir d'accueillir avec d'autres collègues parlementaires, mais aussi la vice-présidente du conseil régional et le président du conseil départemental. Nous avons accueilli, c'est un accueil républicain. Le président de région n'était pas là? Il était représenté par Madame Marie-Luce Panchard. Mais il y avait une rencontre après, d'après l'agenda. Ah non, d'après l'agenda du ministre qui nous a été communiqué, il y avait une rencontre avec M. Arichalus. Donc je pense que là, même bon, c'était dans l'agenda, mais nous étions là pour l'accueil républicain. Le président Losbar était là? Oui. D'accord. Oui. Donc il y avait le président de l'association des maires ainsi que des parlementaires. Donc nous étions là. C'était un accueil sympathique au salon de l'aéroport. Donc nous avons échangé avec monsieur le ministre délégué. Donc bon, c'était vraiment assez... C'était bon enfant? Bon enfant, je dirais. Donc il nous a invités aussi à partager un moment demain avec Ernest Pépin parce qu'il y aura un événement également en son honneur. Mais, donc sa priorité des priorités, c'était de rencontrer Ernest? Non, en fait, là, il a partagé avec nous ce moment-là. Il en a parlé, mais son programme est fait. Il a un certain nombre de rencontres. Enfin, bon, c'est son programme de ministre. Mais nous n'avons pas échangé sur les problématiques antérieures. Mais selon vous, concrètement, quel est le but prioritaire de sa visite? Eh bien, je vous conseille de lui demander, parce qu'il a une série de rencontres, mais bon, je ne sais pas son agenda, je ne suis pas sa collaboratrice. Quelle a été la substance de tout ça? Donc, lui, il va rencontrer des agriculteurs. Enfin, bon, il y aura plusieurs rencontres dans l'agenda qui m'a été communiqué, mais il appartient au ministre de décliner, ou alors au préfet, je ne sais pas, mais au ministre, comme il est là. Donc, c'est lui qui... Enfin, je vous demandais juste votre avis de parlementaire. Mon avis de parlementaire, eh bien, bon, moi je crois que bon, il a cru de venir ici pour rencontrer un certain nombre de personnalités, d'aller dans des entreprises. Là, il a rencontré des élus, donc je pense que c'est plus politique. Hein, sa venue est beaucoup plus politique qu'autre chose. En fait, là, c'est mon avis, c'est ma perception. Mais c'est seulement lui et lui seul qui pourra dire quel est le contenu et quelles sont les priorités. Alors c'est vrai que l'agenda était un petit peu divulgué, mais a-t-il l'intention de rencontrer, par exemple, les soignants suspendus du CHU? Là, je ne sais pas. Non, en fait, peut-être la santé les services de la préfecture et lui-même le ministre, parce qu'il est venu avec un certain nombre de conseillers. Mais là, en fait, ça ne m'a pas été communiqué, donc je ne peux pas
faire ingérence ni supposer quoi que ce soit. Je n'ai pas Vous n'avez pas d'informations en ce l'intégralité sens. de l'agenda. Non, en fait, j'ai eu ce qui était communicable, en fait, pour nous, en fait. Donc, je ne sais pas. Et demain, vous irez à ce repas? Je n'irai pas, non, je n'irai à aucun des repas. Par contre, il y a l'événement avec M. Pépin. J'avais déjà été invité avant même d'avoir connaissance du contenu du programme du ministre. M. et Mme Saint-Luce avaient déjà communiqué là-dessus parce qu'ils sont les organisateurs aussi. Et là, ils m'avaient déjà invité. Donc, là, j'avais déjà répondu positivement. Donc, j'irai. Mais le ministre en a également parlé parce que, bon, il sera également là. Ça fait partie des choses qui font partie de son agenda, mais pour le reste, c'est à lui de voir. A-t-il quand même parlé un petit peu de cette réforme des retraites? Nous n'avons pas voulu parler de ça, nous n'avons pas eu le temps, mais puis ce n'était pas forcément l'occasion, parce que lui, s'il a fui Paris dans le contexte actuel, donc c'était pas... Pour vous, c'est une fuite? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est moi qui dis, moi je m'autorise. Je le dis, mais il est parti, il est pas à Paris, donc là maintenant je pense que là c'est quand même beaucoup plus serein. Il est venu en territoire tranquille. Je pense. Donc là il y a quand même un certain nombre de choses et à faire, parce qu'il a rencontré quand même le président d'après l'agenda, le président de région, le président de Cap Excellence, le président du conseil départemental. Enfin bon, c'est politique. Il est venu pour une visite politique, avec quelques visites, notamment pour une inauguration demain de site de plantation bananière. Donc en fait, il y a quand même de l'économique et politique et économique d'après ce que j'ai lu. Mais c'est lui qui pourra décliner et donner le contenu réel et l'intérêt qu'il a pour les différents points de son agenda. Oui. Alors maintenant, il y a d'autres points d'actualité, mais j'aimerais que nous puissions échanger vraiment sur cette réforme des retraites qui fait couler beaucoup d'encre, qui met quand même les Français dans une situation assez compliquée, délicate. Première question là-dessus, que pensez-vous globalement, honnêtement, de cette réforme? Donc, comme je l'ai dit personnellement, mais aussi au sein de mon parti, nous avons toujours dit que ce n'était pas le moment. Parce que c'est une réforme qui arrive de façon très brutale et qui n'a pas été suffisamment préparée, parce que quand on regarde bien, l'ensemble des partenaires sociaux, tous les syndicats, sont contre cette réforme. Donc je crois qu'il aurait fallu que le gouvernement travaille davantage avec à la fois les partenaires, mais avec toutes les personnes qui pourraient, effectivement, les autres partis y compris. Donc on a bien vu comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Et c'est pour une fois, en fait, depuis que je suis sénatrice, eh bien, c'est la première fois que je vois qu'un texte arrive au Sénat sans avoir été voté à l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, dans le bicamérisme, ce sont les deux chambres, c'est vrai, mais un texte, une proposition, un projet de loi du gouvernement passe à l'Assemblée et voté, passe au Sénat et voté quel que soit le vote. Mais ce sont les deux chambres. Et après, bon, quand c'est en procédure accélérée... C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Après, il y a la commission mixte paritaire et après, ça repasse en fonction de si la CMP elle est conclusive. Donc, ça fait aller-retour. Et puis après, le dernier mot, effectivement, c'est l'Assemblée nationale. Sinon, eh bien, ça repasse dans les différentes chambres jusqu'à ce qu'il y ait quand même un texte commun. Et là, on a bien vu que là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, le Conseil constitutionnel donnera son avis sur cette procédure, cette façon de faire. Parce qu'en général, il faut un vote à l'Assemblée, un vote au Sénat, et même quand on dit que l'Assemblée a le dernier mot, eh bien, je me suis rendu compte que le Sénat peut jouer son rôle, son vrai rôle, alors que M. Macron, quand il est devenu président de la République, parmi les premières réformes qu'il voulait faire et les premières choses qu'il avait envisagé de faire, c'est de supprimer le Sénat. Comme quoi le Sénat sert vraiment à jouer un rôle important pour la démocratie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Français, ils sont presque 80% à refuser cette réforme. Et là, il y a eu l'usage de pas mal d'articles de la Constitution pour arriver jusqu'au 49.3, qui est habituel. Ça a été utilisé dans d'autres circonstances. Mais quand on regarde la situation actuelle de la France, je crois que le gouvernement, ce serait beaucoup plus sage d'apaiser,
de retirer la réforme, de retirer la proposition, de travailler avec les partenaires, parce que bon, j'ai eu l'occasion, le 18 janvier 2023, lors des questions au gouvernement, alors que le texte n'était pas encore arrivé au Sénat, d'interpeller le gouvernement sur la situation et sur le texte et sur les difficultés de ce texte, parce que d'une part, ça ne prenait pas compte de la situation des femmes, et pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, rien n'a été fait pour prendre en compte les difficultés de ces territoires et la situation réelle des bénéficiaires. Alors justement, lorsqu'on regarde ce qui se passe concernant cette réforme des retraites, pourquoi, selon vous, il y a autant de remous dans l'Hexagone et pas ici en Guadeloupe? Alors, dans l'Hexagone, je crois que le fait que l'ensemble des syndicats, parce que bon, déjà les syndicats nationaux ne sont pas tous représentés ici, mais ce n'est pas une excuse. Dans l'Hexagone, les gens ont bien vu les difficultés que ça allait générer de façon générale pour toutes les strates. Ici, chez nous, nous avons tenté, en tout cas pour ce qui concerne le Parti socialiste, nous avons tenté d'informer. Nous avons organisé des débats publics sur la Grande Terre, donc aux Abîmes. L'autre, on l'a fait à Saint-Claude. Nous avons organisé des débats publics. Nous avons invité les gens par les réseaux sociaux. En tout cas, nous avons communiqué là-dessus. Nous avons eu un certain nombre de personnes qui sont venues pour s'informer. Nous avons également travaillé avec des personnes ressources qui travaillent dans le domaine et avons organisé avec le Sénat justement des auditions pour mieux faire comprendre à nos collègues les difficultés qu'il y avait s'agissant de nos territoires, pas uniquement de la Guadeloupe, mais des différents territoires d'outre-mer. Donc nous avons eu suffisamment d'éléments pour pouvoir dénoncer en quelque sorte ce qui se passait. Je crois que ici les gens sont épuisés. Après la situation que nous avons connue, toute la période de Covid qui était très difficile, très compliquée, avec la situation de toutes les personnes également qui sont suspendues, qui n'ont pas d'emploi, avec toutes les familles qui sont en très grande précarité et en grande difficulté en Guadeloupe. Donc les gens sont épuisés et n'ont pas le temps, la force de se mobiliser. Eh bien maintenant, je pense que ce n'est pas, ils n'ont plus d'espoir. La souffrance des Guadeloupéens est arrivé à un tel niveau où les gens ne veulent plus se battre. Comme on dit, ils sont résignés. Et c'est ce qu'il faut craindre. Et moi, je l'avais dit, Madame Boissé, vous vous rappelez, en 2021, en décembre 2021, vous m'aviez invité et je vous avais dit que la situation est très grave. Et que les femmes, pourtant il n'y avait pas encore ce problème de la retraite, mais je vous ai dit que les femmes travaillaient dans tous les secteurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Tous les secteurs des services à la personne, tous les métiers du care, comme on dit, care, les infirmiers, enfin tous ceux qui sont dans ces secteurs-là, ce sont en priorité des femmes qui ont quelquefois plusieurs enfants à charge, qui s'occupent de beaucoup de choses. Et quand on est dans un système qui ne favorise pas le bien-être des femmes, eh bien, on est dans un système qui va à l'envers, et là, c'est ce qu'il faut craindre. J'avais également évoqué le rapport que j'avais fait. Je ne suis pas psychiatre, je suis professionnel de santé, mais ce n'est pas mon domaine. Pourtant, j'ai été co-rapporteur avec un autre de mes collègues pour un rapport de la Commission des affaires sociales, et nous avons auditionné des professionnels de la Guadeloupe, entre autres, de l'ARS, de PSM, l'établissement public de santé mentale de Saint-Claude, et aussi d'autres personnels de santé. Et là, quand je vous avais annoncé ce que ce rapport mentionnait, les recommandations qu'il y avait, je vous avais dit que la situation sera dramatique. Et à cela s'ajoute aujourd'hui la situation des retraites. Donc nous sommes dans un contexte où les gens qui se battent, ce sont ceux qui se battent tout le temps. Les syndicats, et on voit que, par exemple, les enseignants, ils ont tenté de faire des choses. Il y a encore des personnes qui veulent se battre, mais ils sont tellement épuisés parce qu'ils ne sont pas entendus. Nous, en tant que politiques... Mais j'ai un élu qui me disait autrefois, oui, mais le problème des retraites n'est pas le même ici en Guadeloupe que dans l'Hexagone, parce que vous avez été adjointe au maire, donc peut-être que vous direz si c'est vrai ou pas, parce que lorsqu'on prend les agents des collectivités, ils n'ont pas envie de partir à la retraite, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à 67 ans, parce que ils voudraient même aller plus loin, parce qu'ils n'ont pas envie de partir, ils pensent à la retraite qu'ils auront, etc. Donc, et il dit, chiche, on peut demander à un certain nombre de personnes ici en Guadeloupe
si ils veulent partir à la retraite et vous verrez qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que... Non, c'est parce qu'en fait, dans les collectivités, c'est vrai, il y a des personnes qui ont commencé à travailler quelquefois très tôt, mais qui n'ont pas été déclarées. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui travaillent, y compris dans les collectivités, n'étaient pas déclarées. Il y a des personnes qui travaillent dans les collectivités, mais qui ont été titularisées tardivement, qui sont devenues des fonctionnaires tardivement. Donc, ce sont des personnes qui avaient des carrières hachées, on les prenait pour faire quelques mois, après ils étaient arrêtés, après c'était... Donc ce sont des personnes qui n'ont pas eu le nombre d'annuités. Qui n'ont pas eu le nombre d'annuités pour avoir une pension complète. Et là, on est dans ce cas de figure-là, dans la plupart des collectivités, et il y a quelquefois des personnes qui, pour avoir une retraite digne, je dirais, eh bien, demandent à prolonger. Et là, c'est justement une des difficultés que nous avons. Mais nous avons également beaucoup de personnes qui ont travaillé dans divers domaines et qui n'ont jamais été, qui n'ont pas été déclarées ou qui n'ont pas trouvé toutes les traces de leur emploi antérieur. Parce qu'il y a des personnes, quand on leur demande de produire un certain nombre de documents, eh bien, ils sont en incapacité d'apporter des éléments de preuve qui permettent de dire qu'ils ont travaillé à tel endroit, dans telle période, pendant telle durée. Donc, maintenant que tout est informatisé, donc il y aura de moins en moins de difficultés pour, effectivement, connaître la carrière des gens. Mais dans les collectivités, et même dans le privé, on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à retrouver parce qu'ils ont travaillé dans des endroits différents. Donc, ces personnes n'ont pas envie de partir. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas envie de partir parce que ce sont des personnes qui, parce qu'elles ont eu, particulièrement pour les femmes, elles ont eu, par exemple, des grossesses, elles ont eu plusieurs enfants, elles ont eu également des ruptures et n'ont pas travaillé de façon continue. Là, les nouveaux fonctionnaires, quand ils arrivent maintenant, ils sont tout de suite déclarés, ils ont une carrière peut-être linéaire avec des changements d'indices, d'échelons et tout. Donc là, ça, c'est beaucoup plus tracé. Mais dans les collectivités territoriales, particulièrement dans les communes, là, c'est là qu'on va trouver des personnes qui venaient travailler, qui faisaient 2 heures le matin pour nettoyer une école, qui revenaient 2 heures l'après-midi pour nettoyer, quelques personnes qui venaient sur le temps. Ici, on peut dire que mais le problème n'est pas le même. Le problème n'est pas tout à fait le même, mais il y a quand même des endroits dans l'Hexagone où il y a les mêmes choses. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la situation de nos jeunes. Parce qu'en fait, faire travailler 2 ans de plus des personnes qui ont déjà travaillé et qui vont arriver à 62 ans, pour les mettre et pour leur ajouter 2 années de plus. C'est quelque chose. Mais quand on est dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes ici en Guadeloupe, où beaucoup de jeunes sont diplômés, ils recherchent du travail. Ils commencent à travailler plus tard alors, déjà. Voilà, donc on les pénalise. Et moi, j'aurais préféré que ce gouvernement travaille avec toutes les données qui sont à la disposition, parce que maintenant on a les données de l'INSEE. Mais selon vous, qu'est-ce qui aurait dû guider l'écriture de la loi sur les retraites? Est-ce que c'est l'égalité ou est-ce que c'est l'équité? Il faut travailler davantage pour bien comprendre, parce que les données de la CNAV sont là. On voit bien comment on a les données pour tous les territoires d'outre-mer. Ces données-là, et je l'ai dit justement au chef du Républicain du Sénat, parce qu'eux, ils sont pour retraite pour ce projet. Moi, je respecte le choix de chacun, mais s'ils avaient regardé les données ce sont des données fiables, parce que ce sont les données de la caisse de vieillesse, la caisse nationale d'assurance vieillesse. Ces données-là sont là, et on voit bien la situation de chaque territoire d'outre-mer. On a les données de l'INSEE qui montrent la situation au niveau démographique de nos territoires. On a toutes les données qui nous permettent de voir et d'analyser la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Mais pour vous, la priorité serait dû être la recherche de l'égalité ou la recherche de l'équité? On peut pas parler d'égalité, d'équité de façon aussi simpliste. On doit justement aller au fond des choses. Il y a les données, travailler pour l'ensemble du territoire, y compris les territoires d'outre-mer. C'est ça, parce que rechercher l'égalité par rapport à quoi? Quand on regarde bien, quelqu'un qui ne travaille pas ici aura beaucoup moins de chances de trouver un travail que quelqu'un qui habite quelle que soit la ville et dans l'Hexagone, parce que la personne aura quelques kilomètres à faire en métro, enfin je dirais en RER ou comment je vais dire, en fait, va parler de différents avec la RATP ou dans le train ou n'importe TGV, voilà ce que je cherchais. Donc les gens vont trouver, ils partent de plus en plus, de toute façon, depuis la partie sanitaire qu'on a connue, beaucoup de personnes partent pour aller habiter ailleurs. Mais ici, où est-ce que la personne va? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises.
il y a des entreprises, de très petites entreprises, une majorité de petites entreprises et les grandes, qu'est-ce qu'on peut appeler comme grandes entreprises ici? Lorsqu'on regarde, Victoire Jasmin, ce problème de retraite ne se pose pas. Maintenant, depuis le gouvernement Macron, rappelez-vous, déjà, il y avait Nicolas Sarkozy qui avait reculé d'ailleurs. Là-dessus, il y a François Hollande qui avait parlé de la réforme des retraites. On se rend compte que les gouvernements successifs ont parlé de ce problème de retraite. Alors, est-ce que ce gouvernement avait le choix? Est-ce que ce gouvernement pouvait faire autrement? Oui. Et comment? Oui, le gouvernement aurait pu faire. Là, très souvent, alors eux, ils évoquent justement les propositions de Marisol Touraine. Mais Marisol Touraine, elle tenait compte des problématiques de pénibilité. Et justement, dans sa réforme, elle proposait justement que pour les personnes qui travaillent dans les secteurs les plus pénibles, que ces personnes-là aient la possibilité de partir plus tôt. Très souvent, on parle de Touraine. Et là, effectivement, quelqu'un qui travaille dans un bureau avec un confort particulier, qui n'est pas... Parce que là, les éboueurs, partir à 64 ans pour un éboueur, moi, je vais les voir, ils passent tout le temps. Eh bien, ce sont des gens qui font de la manutention. On parle de pénibilité. La pénibilité est dans beaucoup de secteurs. Et là, justement, dans la réforme qui est présentée, ils ont enlevé tout cela. Donc, la réforme de Marisol Touraine valait ce qu'elle valait, mais on tenait compte des personnes et des métiers. Eh bien là, tout est remis en cause et tout ça, ça a été évacué. Donc ça quand même, c'est pas une bonne chose. La deuxième chose, c'est que négocier pour une fois, parce que très souvent, on voit que l'ensemble des syndicats ne sont pas d'accord. On va trouver certains qui sont pour ou contre, mais ils ne sont pas unanimes. Eh bien là, pourquoi ils sont tous d'accord pour qu'il y ait un retrait? Et c'est ce que nous demandons également, un retrait. Il faut travailler davantage la proposition. Là, c'est un projet du gouvernement. Le gouvernement doit tenir compte de la pluralité des situations pour pouvoir proposer quelque chose, mais pas n'importe quoi. Dans le travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus, eh bien moi je ne suis pas forcément contre qu'on travaille plus pour gagner plus. Mais s'il faut que les gens crèvent au travail, ou que de plus en plus on voit des personnes qui n'ont même pas le temps de faire une journée de retraite. Il y a des personnes, moi, il n'y a pas bien longtemps, j'arrive chez moi, un de mes voisins me dit, mais tu as entendu la mauvaise nouvelle? Quelle nouvelle? Une de mes voisines qui devait partir à la retraite au mois de mars. Eh bien, en février, elle est partie, brusquement. À cause de quoi? Eh bien, bon, mais je vous dis brusquement, elle était dans une rencontre avec d'autres personnes, elle tombe, elle meurt. Une jeune dame, plus jeune que moi, parce que moi j'ai un certain âge, et moi je dis qu'on doit pouvoir travailler, cotiser, mais vivre, profiter, avoir le temps de faire quelque chose. Et là maintenant, en prolongeant, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels les gens travaillent, et c'est pénible, il faut reconnaître cette pénibilité-là. Eh bien non, ils ont tout évacué. Faire travailler les personnes qui le veulent, qui le souhaitent, parce que c'était déjà le cas, et vous venez de l'évoquer. Il y a des personnes qui veulent travailler plus longtemps. Mais mettre dans la loi que c'est comme ça, qu'il faut prolonger pour tous ceux qui devaient partir peut-être à 60 ans. Donc les gens devraient avoir le choix, selon vous. Le gouvernement n'a pas besoin de s'immiscer là-dedans en disant qu'il faut progressivement revoir peut-être là, mais là, les documents que nous avons eus, et nous avons au niveau, parce que je fais partie de la commission des affaires sociales du Sénat, et au sein de mon groupe, nous avons auditionné le président du Conseil d'orientation des retraites, qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Et il n'y a pas que lui, beaucoup d'économistes disent qu'il n'y a pas d'urgence, parce qu'on veut faire peur aux Français, on veut faire n'importe quoi, et avoir l'approbation de tous les groupes politiques. Qui veut faire peur aux Français? Eh bien, monsieur le Président de la République et son gouvernement actuel... Il doit s'exprimer demain. Ah, mais il va s'exprimer demain. Il va peut-être vouloir apaiser, alors, parce que moi, ce qui se passe à Paris... Il doit s'exprimer à la télévision pour parler aux Français. Oui, mais il faut peut-être... Mais non, mais là, quand on voit l'état de son pays, oui. Est-ce que c'est normal qu'on soit dans cet état-là après une crise sanitaire où lui, en déclarant, en nous disant que la guerre, qu'on était en guerre avec une crise sanitaire, les gens sortent à peine de cette crise, de cette situation de crise. Et bien là, maintenant, regardez comment c'est. Moi, ça fait de la peine de voir autant de personnes dans la rue et de tous les âges. Donc, c'est que les gens savent très bien ce que ça comporte que de changer le système. Moi, je dis, le système à répartition, c'est un système qu'il faut entretenir, mais il ne faut pas faire de façon brutale
de façon incohérente aussi. Non, et quand ça fait 80% des gens qui sont à la rue, il faut à un moment... Faut-il jumeler répartition et capitalisation? Eh bien, mais c'est les capitaux... alors, moi, je pense que la capitalisation, c'est enrichir des personnes qui vont vivre encore plus longtemps parce qu'ils ne sont pas dans la pénibilité. Ce sont des gens, justement, qui, grâce à d'autres qui vont payer et qui vont prendre des assurances à côté, qui vont prendre toutes sortes de choses à côté, parce qu'ils n'auront plus. Regardez bien, on est dans un système où maintenant, on est moins remboursé pour les médicaments. On va faire des interventions, on est moins remboursé assez souvent. Des personnes qui vont à la pharmacie, on leur demande de payer pratiquement tout. Beaucoup, donc, et à un moment donné, les personnes sont obligées de payer à côté une mutuelle. Et payer une mutuelle, moi, je ne suis pas contre parce qu'il faut une complémentaire. Mais quand on regarde bien, même là, il y a encore des situations où les gens sont quand même obligés de payer. Donc, ce sont les mêmes personnes qui sont les vaches à lait. Et pendant ce temps, il y a ceux qui sont dans un système plus capitaliste qui bénéficient de tout cela. En tant que parlementaire, et nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission, mais en tant que parlementaire, avez-vous le sentiment d'être impuissante par rapport à tout cela? Eh bien, je dirais dans un système démocratique, le parlementaire a sa place. Nous devons être là. Mais quand on ne nous écoute pas, eh bien, je crois qu'il faut un référendum, et c'est le cas, par exemple, dans mon groupe, nous allons demander un référendum d'initiative partagée. On ne peut pas être dans un système où une seule personne a raison. Nous sommes dans un système démocratique, et là, la façon dont les choses avancent, si on continue à tout accepter, eh bien, Hitler, il a commencé comme ça, et on sera dans un système qui sera... Emmanuel Macron à Hitler? Eh bien, mais c'est presque le cas. Parce que si on ne fait rien, pour le moment, ce n'est pas tout à fait encore cela, mais on tend vers cela. Donc, on est dans un système démocratique, pas totalitaire, et justement, le Parlement a sa place, mais la rue, il faut savoir entendre la souffrance des gens qui sont dans la rue. Donc, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter, faire marche arrière. Donc, il faut dire stop à Emmanuel Macron? Non, Emmanuel Macron doit lui-même dire stop. J'espère que c'est lui qui dira stop. Mais demain, il dira peut-être stop. Eh bien, s'il a bien compris les messages à la fois des parlementaires et de tous ceux qui revendiquent dans la rue, eh bien, je crois qu'il devrait s'arrêter un moment pour mieux comprendre, pour mieux travailler sa proposition, la retirer. Mais n'est-ce pas ce qu'il a demandé aux membres de son gouvernement, c'est-à-dire de s'exprimer sur la méthode, sur... les réformes, peut-être de leur dire, de voir comment on peut changer d'orientation, comment on peut changer de méthode. Il a employé le mot oui, méthode. Mais il faudrait que ça s'arrête parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans une telle situation. Quand on regarde ce qui se passe un peu partout en France, je crois que la souffrance met à la rue beaucoup de personnes qui sont déjà dans la précarité et la situation ne sera pas réversible de sitôt si il n'arrête pas. Ça va continuer et c'est le chaos. Qui peut l'arrêter? Son gouvernement. Ils doivent dire franchement à M. Macron qu'il faut qu'il s'arrête. Il faut l'enlever, en fait. Non, il faut le sortir. Ah ben oui. Non. Là, il ne faut plus qu'il continue à imposer un texte. Non, il faut qu'il retire le texte pour le moment. En tout cas, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing et c'est pas la bonne méthode. Il doit travailler avec toutes les personnes, ressources qui pourraient l'aider à faire en sorte que les choses soient différentes. On verra demain ce qu'il aura à dire. Le bonheur des Français doit passer avant tout. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.